Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à Infotémis, rencontre avec le directeur général du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord, dévoilement de la 14e édition de la Biennale internationale d'art miniature, Tout me ramène à toi, un 22e spectacle pour l'ensemble vocal de Saint-Bruno, et le réseau Biblio nous propose un nouveau concours. Bonjour à vous, bienvenue à Infotémis. À peine quelques semaines nous séparent de la 38e édition du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord qui se tiendra du 2 au 5 août prochain. Une édition que l'on peut qualifier de retour aux sources car le comité organisateur offre un camion Peterbilt pour son grand tirage, en plus d'un partenariat avec Harley-Davidson. Plusieurs détails sont déjà annoncés et d'autres surprises aussi sont à venir. Nous avons invité le directeur général du Rodéo du Camion, Julien Allaire-Lefebvre, à venir nous en parler davantage. Julien, ça s'en vient très, très vite, la 38e édition du Rodéo du Camion du 2 au 5 août prochain. Et on aime ça parce que là, ça veut dire que les nouvelles commencent à sortir. Entre autres, une nouvelle qui était très attendue, le retour du camion Peterbilt pour le grand tirage. Ça représente quoi, ça, le retour de Peterbilt pour le Rodéo? Pour comment je pourrais dire, pour les plus anciens, ça représente vraiment un comeback, là, excusez mon anglicisme, mais vraiment un retour dans le passé, là, vraiment Peterbilt. Et même moi, que j'étais au Rodéo très jeune, de voir le retour de Peterbilt, c'est vraiment comme une nouvelle expérience, de faire revivre un peu le Rodéo du Camion des anciens temps, là, le fameux camion Peterbilt qui a fait tourner bien des têtes là, au courant des années avec le chrome qui était rajouté puis tout ça. Là, c'est vraiment spécial d'ajouter ça cette année. Puis c'était vraiment un partenariat de travailler avec ça depuis le mois de décembre qu'on sait, pas que je sais officiellement, c'est plus au mois de janvier, mais de présenter le projet Excellence Peterbilt à Montréal. Ça m'a valu quelques voyages à Montréal, mais vraiment bénéfiques. Les efforts en valaient la peine, ouais, finalement. vraiment. Puis de savoir qu'ils reviennent avec nous, là, on est enchantés de ça. Puis vraiment de pouvoir ramener un peu la légende, parce que Peterbilt, dans l'industrie du camionnage, c'est vraiment une légende. C'est vraiment le truck que tu peux bâtir spécialement pour, tu sais, vraiment, le camionneur qui va vraiment vouloir spécialiser son truck, c'est Peterbilt. Fait que pour le Rodéo du Camion, qui est quand même le plus vieux événement au Québec, ben d'être associé à Peterbilt, c'est vraiment très apprécié. Un retour aux sources en même temps. Oui, c'est un retour aux sources. Vraiment, pourquoi? Un peu, dans le fond, on est arrivé, puis les commanditaires dans le passé qui nous fournissaient les trucks dans les 3 dernières années nous ont fait part que l'intérêt était peut-être plus là comme avant. Fait que c'est de là qu'on est venu à l'idée de revenir avec Peterbilt. Puis le plan A, dans le fond, c'est vraiment Peterbilt. On avait des plans B, des plans C, comme on pourrait dire, mais vraiment, on a misé beaucoup sur Peterbilt. Puis qui embarque avec nous, là, c'est vraiment très apprécié. Et je pense que les amateurs aussi sont contents parce que quand la nouvelle est sortie sur Facebook, les commentaires sont arrivés youpi. Sûrement, vous avez vu un peu mes publications. Là. Dans le fond, vendredi passé, c'est moi qui est allé le chercher à Sainte-Julie, le camion. Fait que j'ai vraiment pas montré le camion encore. Là. On a fait la route avec le camion, il était incognito. On n'a pas montré les couleurs officielles encore du Rodéo cette année. Puis ça a été quand même assez vu par beaucoup de monde. Là. Facebook a fait comme une grosse nouvelle qui est sortie sur le Facebook. Puis mardi matin, là, on a annoncé officiellement nos couleurs, puis aussi le fameux truck le truck comme celui-là, il est même pas encore complet. Là, le chrome n'est pas arrivé encore parce qu'on est vraiment tôt dans la saison, honnêtement. Là, nos billets ont sorti hier. Puis déjà d'avoir le truck, c'est déjà
c'est déjà un gros coup. Là. Dans la semaine prochaine, on est à Rouen avec. Puis, tu sais, les trucks sont même pas finis de chromer. Puis, il va être lettré par contre. Mais, tu sais, c'est vraiment spécial d'avoir le truck cette année aussi de bonheur. Là. Puis, il va être parké ici en avant au bureau. Là. Fait que c'est vraiment bien. Là. Puis les couleurs cette année du rodéo? Ben, c'est orange et noir. Tu sais, un retour aux sources, ben, on le dit, c'est Harley Davidson, dans le fond. Oui. Peterbilt, Harley Davidson, cette année, dans le fond, c'est un gros retour pour les deux. Puis, on voulait aller vraiment dans l'optique Harley Davidson. On a jointé avec Peterbilt, dans le fond. Puis, ils ont embarqué, eux, là, ils trouvaient que faire un camion Harley Davidson, ben, ils trouvaient vraiment l'idée originale, là, dans le fond. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est orange et noir, là, Harley Davidson. Fait que je pense que ça va attirer. C'est vraiment notre clientèle cible qui, au fil des années, a toujours été présente. Les personnes en Harley Davidson, ça a toujours été une grosse clientèle au rodéo. Puis les fans de Peterbilt. Fait que je pense qu'on est vraiment un retour aux sources. Donc, Peterbilt, Harley Davidson pour le tirage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans le tirage? Ben, on s'en va avec, dans le fond, un Ford F-150. Cette année, c'est vraiment une édition qu'on revient à la source, là, Oui, comme je te dis. Le F-150, il va être lettré aux couleurs d'Harley Davidson aussi. Puis on va aussi, dans le fond, on encourage nos deux dealers de véhicules au Témiscamingue. On s'en va aussi avec un Jeep Wrangler Sahara, dans le fond, Ok. un Jeep 4 portes, il va être noir et orange. On va aussi, dans le fond, il va être mis aux couleurs d'Harley Davidson aussi. On a vraiment été, là, c'est un ou l'autre cette année. Puis c'est nos deux. Dans les dernières années, on avait tenté un peu d'aller avec des BBL, puis tout ça, là, tu sais, le tracteur, je fais référence, ou même le slingshot de Polaris. Là, maintenant, cette année, on s'est décidé à vraiment aller. Ce que le monde aime, c'est les Jeeps ou un pick-up. Puis, tu sais, vraiment, on est chanceux que nos deux concessionnaires au Témiscamingue aient embarqué avec nous encore cette année. Puis, vraiment, là, le coup d'Harley Davidson, vraiment, cette année, on sert beaucoup de l'image de Harley Davidson et de Peterbilt là, pour le tirage. Il va y avoir encore là, le Misto. Ouais. La grosse nouveauté pour le Misto, c'est qu'il est reporté maintenant. Là. Avant, c'était le 16-17 juin. On le reporte au 6 juillet cette année. Là. C'est vraiment... Okay. On rajoute 3 semaines. Pourquoi? Vraiment pour étirer un peu notre vente de billets parce que nous, le mois de juillet devient plus tranquille un peu une fois que le Misto est passé. Fait qu'on va laisser plus de temps aussi à nos vendeurs parce que souvent on était à la course. Il y a des vendeurs des fois qui se manifestaient rien que début juin qui voulaient vendre des billets. Fait que là, il y avait rien que 2 semaines pour vendre tous leurs billets. C'était un peu plus difficile. Fait qu'on prolonge un peu ce temps-là. Vraiment, ce côté-là. Fait que le Misto, ça va être Harley Davidson. Dans le fond, là, c'est une Street Bob 2018 qui va être en Misto avec des prix en argent, évidemment. On avait le fameux crédit de voyage, mais le crédit voyage revient, mais dans le tirage final cette année. OK. Puis, on l'a divisé. Au lieu d'être 10 000 à une personne, on a fait 4 fois 2 500. Parce qu'on avait fait un peu un sondage sur Facebook, puis le monde nous avait dit qu'il voulait plus de gagnants. Puis, vraiment, on écoutait un peu le Facebook du rodéo, puis le monde disait plus de gagnants. Fait qu'on a pris le 10 000 qu'on mettait, mais on l'a divisé à différentes places. On a un peu aussi, là, dans le fond, le tirage final qui va être le 5 août. Le 38e billet, ben lui, il va gagner le F-150 ou le Jeep. Ça, c'était vraiment... Puis ça, c'était fait dans le passé. Là. Moi, je me souviens, là, dans des années, là, le chiffre de l'édition était gagnant de quand même un gros prix. Fait qu'on a fait gagner vraiment un prix spécial un peu. Le 40e, pour donner là, un peu d'exemple, ben, le 40e, vu qu'on s'approche du 40e, il va faire gagner un crédit voyage. Fait que, c'est vraiment... On était un peu comme ça. Et il y a une nouveauté aussi au niveau des billets. Il y a un petit peu moins de billets cette année? Oui, exactement. On diminue le nombre de billets. Dans le fond, on tombe à 4 500 au lieu de 5 000. OK. Pourquoi? C'est vraiment une question un peu là, avec la régie, dans le fond, des courses et des jeux. Faut vendre tous nos billets, puis c'est qu'on prépare tranquillement pas vite le 40e. C'est un peu pour ça. Parce qu'au 40e, on voudrait vraiment arriver avec un autre tirage, encore dans la même formule, mais peut-être avoir des prix encore plus prestigieux. Puis pour la régie... c'est mieux d'avoir 2 années avec des billets plus bas, mais qu'on réussit à les vendre tous, versus que, tu sais, si on en a 5 000, 6 000, puis il nous en reste 1500 à vendre, mais là, la régie va dire, ben pourquoi vous faites une demande pour en avoir plus? Fait que c'est vraiment une tactique un peu, je pourrais dire, là, pour arriver au 40e. On travaille déjà sur le 40e, pour arriver au 40e, pour travailler avec de quoi de plus prestigieux. Les billets sont déjà disponibles? Oui, aussi une grosse nouveauté là, pour la 38e édition. Nos billets, vraiment officiellement, à partir du 2 avril, étaient disponibles. Même qu'ils étaient disponibles le 1er avril, mais on voulait pas créer un poisson d'avril, fait qu'on a attendu au 2. Mais oui, les billets sont en circulation là, depuis hier. Les vendeurs ont commencé à prendre possession. Fait que d'ici une semaine, là, beaucoup les vendeurs, ceux qui achetaient leurs billets par vendeur, vous allez avoir vos billets. Puis aussi, dans le fond, le bureau n'en vend aussi comme dans le passé. On n'a pas changé non plus là, la façon, là, dans le fond, les paiements, c'est toute la même façon.
Puis aussi, on a encore la passe week-end, là, qui, depuis 3 ans, on avait rajouté ça, qu'on avait vraiment apprécié. Bien, la passe week-end reste encore après le billet. On n'a pas enlevé la passe week-end. Fait que ça, c'est vraiment une autre nouveauté. Puis, tu sais, probable qu'il a passé un peu, là, je profite un peu de ça pour le dire, mais il a passé sur Facebook, dans le fond, cette année, là, on va augmenter le coût pour aller aux courses. À 35 à partir, dans le fond, du Misto. Après le Misto, dans le fond, je pourrais dire, excusez-moi, le 6 juillet, ça va tomber à 35 mais présentement, il est à 30 en pré-vente. Mais aussi, votre passe week-end est après le billet. C'est vraiment une façon de nous aider, dans le fond, à estimer un peu le nombre. Puis aussi, dans le fond, vraiment continuer à vendre des billets. Là, on veut vraiment vendre nos billets et puis c'est un peu pour ça. Fait que c'est vraiment une... Et sur Facebook aussi, on a vu quelques groupes musicaux qui s'en viennent pour cette édition du rodéo, entre autres Noir Silence qui a été annoncé. Oui, exactement. Ça, c'est un autre projet qu'on a travaillé fort dans le fond. C'est avec le jeudi soir, depuis 2 ans, on avait tenté vraiment un revirement là, de situation versus le rodéo, ce qu'on était avant. On a emmené un plus gros band le jeudi soir. Pourquoi le jeudi soir? C'est vraiment pour remettre aux Témiscamiens, dans le fond. C'est vraiment pour dire aux Témiscamiens, le rodéo du camion, oui, on attire beaucoup de monde dans dehors, mais le jeudi soir, c'est à vous, venez au rodéo. C'est un peu pour ça, dans le fond, aussi, que le groupe Boomerang pour finir la soirée. C'est vraiment ce côté-là. C'est Franco Welding là, qui embarque avec nous à toutes les années pour dire oui, j'embarque, puis nous permettre de faire venir un groupe comme Noir Silence au rodéo du camion. Puis, dans le fond, d'offrir une belle soirée comme ça. Noir Silence, est-ce que c'est un retour pour eux ou... Oui, Noir Silence, dans le fond, vous allez voir sous peu, là, ils vont annoncer aussi là, un nouveau CD. Ça s'en revient. On voit beaucoup cette tendance-là. Les anciens groupes font un retour un peu. Là. On a vu La Chicane, on avait eu Boom Desjardins qui était venu au rodéo, puis l'été d'après, il a annoncé qu'il faisait un retour. Mais c'est vraiment un peu ça, là, je pense, les retours. Puis... Noir Silence, dans le fond, ils sont comme en retour. Je pense qu'ils ont 2 ou 3 shows cet été. Là, ils ne sont pas bookés beaucoup. Ça recommence à rouler. Fait que je pense que c'est bien de les avoir au Témiscamingue. Puis on s'est informé après. Puis je pense que ça fait pas loin de 15 ans qu'ils n'étaient pas venus au Témiscamingue. Fait que ça va vraiment être spécial, même en Abitibi aussi. Là, fait qu'on va vraiment avoir de quoi de spécial. Puis je pense que Noir Silence, ça a fait vivre un peu des émotions à tout le monde, là, les plus jeunes comme les plus vieux. Même moi qui est plus jeune, moi, Noir Silence, je connais ça, là, les chansons. Fait que je pense que ça va attirer beaucoup de monde. On est vraiment contents. Puis, nouveauté, dans le fond, le jeudi soir, c'est vraiment qu'on prolonge le jeudi soir. Normalement, vers 1h30, on fermait le rodéo parce qu'on se disait on a toute la fin de semaine. Mais cette année, c'est jusqu'à 2h30, là, vraiment. Fait que Boomerang vont être 2h30 sur la scène après Noir Silence pour vraiment donner un meilleur spectacle. Là. Et c'est gratuit le jeudi soir? Toute la fin de semaine, dans le fond, sur ce qui est marché aux puces exposant est gratuit. Fait que tous les spectacles musicaux, c'est gratuit. Pourquoi? On veut vraiment attirer le monde vers le marché aux puces, vers les spectacles musicaux. C'est un peu pour ça. C'est là que Franco rentre en compte et vient nous donner un support financier pour permettre, dans le fond, la venue d'artistes comme ça, qui est quand même plus coûteux que des artistes qu'on va faire venir normalement. Puis oui, on offre tout ça à la population témiscamienne, là, dans le fond. Pour donner un petit cue aussi, là, dans le fond, on vient avec les feux d'artifice officiels. Dans le fond, là, les feux d'artifice vont être là le vendredi soir. Encore cette année, on vient de signer avec une toute nouvelle firme là, qui est Royal Pyrotechnie. Là, vraiment, c'est eux qui font les feux d'artifice un peu partout là, au Québec. Là, fait que c'est vraiment les plus gros de ce monde, même au Canada. Là, fait que je pense que ça va être haut en couleur. Là, c'est toujours apprécié. Oui, je pense que oui. Puis c'est vraiment de quoi qu'on voulait rester. Le conseil d'administration du rodéo depuis 2-3 ans, on veut vraiment rester le rodéo du camion qu'on était. Puis je pense que c'est vraiment ce côté-là, avec un petit côté familial qui est encore là. La zone jeunesse, évidemment, va être encore là, mais on veut vraiment être apprécié de toute notre Témiscamingue. Si on veut en savoir plus, on peut vous suivre sur Facebook? Oui, exactement. Dans le fond, la page Facebook Rodéo du Camion est suivie par 41 000 membres. Fait que si le monde veut en savoir beaucoup... c'est moi un peu qui entretiens Facebook. Je suis quand même quelqu'un qui est assez Facebook parce que c'est une belle façon là, que le monde dévoile des plateformes. Puis ou sinon, là, plus d'informations, il y a notre site elrodeo.com qui va vous en donner. Ou vous allez voir, là, dans le fond, le bureau du rodéo du camion, on est ouvert 5 jours semaine. Fait que si vous avez besoin d'informations, on est là. La 14e édition de la Biennale internationale d'art miniature, la BIAM, de la Galerie du Rift est maintenant amorcée et prendra place du 8 juin au 2 septembre 2018.
Cette année, près de 400 œuvres provenant de 21 pays seront exposées, réunissant 222 artistes professionnels qui ont tous le défi commun de créer en respectant le format maximal de 3 par 4 pouces. Plusieurs médiums sont encore à l'honneur cette année, sculpture et bas-relief, dessin, peinture et estampes. Une 5e catégorie a été ajoutée, les arts numériques. Cette édition est lancée sous la thématique de la lumière, faisant écho à l'intégration de cette nouvelle discipline artistique, mais aussi au rayonnement de l'événement. Le jeudi 5 avril dernier se tenait le dévoilement de la programmation de cette 14e édition. TV Témis était sur place. Voici ce qu'on a préparé pour vous. Il y a 28 ans déjà, prenait forme la toute première Biennale internationale d'art miniature, plus communément appelée la BIAM. Donc, c'est plus court l'appeler ainsi. Et des changements, on peut dire que la BIAM en a connu plusieurs. Elle a changé de lieu d'exposition dans différents endroits, différents thèmes. Il y a eu des ajouts de catégories, il y a eu des jurys qui ont été très variés, mais ce qui est toujours demeuré, c'est la grande qualité des œuvres qu'elle offre au public et le public qui est toujours au rendez-vous. Donc, cette année, la thématique est la lumière, en fait, parce qu'on a ajouté une nouvelle catégorie qui est les arts numériques. On avait déjà eu impression numérique sur papier, mais cette année, on a vraiment ouvert plus là, aux nouvelles technologies. Donc, on a une nouvelle catégorie arts numériques. On a toujours une participation aussi des écoles primaires et secondaires du Témiscamingue. Donc, on utilise cette thématique-là pour leur faire des activités. Les enfants vont créer une lanterne, en fait, qui va être installée devant les fenêtres de la cuisine. Et les élèves du secondaire aussi sont invités à créer une œuvre. Toutes les écoles du Témiscamingue et aussi de l'Abitibi ont participé à la création d'une œuvre. Donc, ça va être présenté dans la salle. Donc, notre jury cette année, Virginia Pessemapeo-Bordelot, Karine Bertium et Pascal Archambault, qui sont 3 artistes professionnels qui œuvrent dans le milieu des arts visuels. Donc, elles ont le mandat de choisir un gagnant par catégorie. Il y a 5 catégories et un grand gagnant, toutes les catégories confondues. C'est toujours le fun de participer à un jury. C'est vraiment, instructif de voir le travail des autres artistes, surtout quand tu es un artiste toi-même. Puis, je viens de la région, fait que c'est un événement que je connais depuis les tout débuts. Je me rappelle jeune avoir descendu dans le sous-sol, aller voir les œuvres jadis. Fait que, ouais, ça fait plaisir de se faire demander d'être jury pour la BIAM. C'est un beau défi, mais c'est aussi, surtout en étant artiste moi-même, on sait que c'est un peu... C'est difficile parce que c'est un peu ingrat d'avoir raison ou pas sur une œuvre, là, avoir le droit de vie ou de mort, entre guillemets aussi, sur une œuvre, de décider si il est récipiendaire ou pas. En fait, on est allé simplement, de prime abord, c'est qu'on regarde ce qui nous touche le plus, ce qui nous interpelle. Après ça, puisque c'est des miniatures, on s'approche, on prend la loupe. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont dévoilées en 2e puis en 3e lecture avec la loupe, parce que puisque c'est vraiment de la minutie, du travail fin, de précision. Puis après ça, moi, en tout cas, ma façon à moi de procéder, c'est qu'ensuite, je regarde vraiment le texte qui va avec l'œuvre, voir si ce qui m'a touché, ce qui m'a interpellé est vraiment ce que l'artiste voulait dire. Des fois, on a des surprises, des fois, c'est pas ça du tout. Puis des fois, ça nous amène une autre vision que celle que nous, on avait. Puis jusqu'à maintenant, je te dirais, on n'a pas fini encore. Il reste demain comme une autre journée de travail. Puis jusqu'à maintenant, ça va vraiment super bien. Je te dirais qu'on a peut-être un peu quand même dans les mêmes goûts. Donc, tu sais, la sélection de base est facile à faire. Puis après, on est capable assez bien de nommer les récipiendaires. Donc, on a près de 400 œuvres encore cette année. Ça ressemble un peu à l'édition 2016. On a 21 pays, donc c'est un pays de plus qu'en 2016 aussi. Donc, on est très heureux de cet ajout-là. Et on a 224 artistes qui participent, qui se sont donné le défi de faire une œuvre miniature qui ne dépasse pas 3 par 4 pouces. Une grande variété, vraiment beaucoup d'œuvres proposées, des œuvres faites par des artistes de plusieurs pays, de la belle qualité, de la diversité dans les catégories aussi, là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de catégories, mais que les membres du jury, les 3 membres du jury, on vient quand même un peu d'horizons différents. Je te dirais qu'on a quand même chacun nos spécialités en art visuel. Fait que c'est le fun de pouvoir bénéficier de ces spécialités-là, un peu de chacune pour juger les œuvres. Là, je trouve que ça fait comme plus global comme jugement, je pourrais dire, sur les œuvres.
Au niveau de la programmation, donc la soirée d'ouverture est toujours très festive. Donc, on a un spectacle extérieur. Cette année, on va avoir droit à Yves Marchand, donc qui est bien connu pour avoir été dans le groupe Zébulon. Et en première partie, son frère Guy Marchand et ses filles aussi, qu'on connaît bien sur la scène témiscamienne, qui font des spectacles assez régulièrement. Le samedi soir, le 9 juin, c'est la soirée plus protocolaire, donc la remise des prix. Beaucoup d'artistes vont être sur place aussi, donc c'est une belle occasion de venir les rencontrer. Nos partenaires aussi qui vont être ici. Il va y avoir aussi un prix coup de cœur qui va être remis à un des élèves du secondaire qui s'est démarqué dans le projet avec la thématique de la lumière. Nous aurons aussi, on fait cette année pour la première fois un Zoom sur une collection. Donc, on a Sonia Rivet qui est une passionnée d'art visuel qui achète une œuvre miniature à chacune des éditions de la Biennale depuis sa création. Donc, elle en a une quarantaine. Donc, on va rapatrier cette collection-là pour la présenter au public pendant l'été. Ma première miniature date de 1992. À ce moment-là, je faisais partie du conseil d'administration de la Biennale d'art miniature. Puis la façon que ça fonctionnait, les premières années, il y avait toujours un artiste qui produisait une miniature qui était en vente, plusieurs copies. Donc j'ai commencé à acheter mes miniatures comme ça, avec les miniatures de Joanne Poitras, de Francine Marcoux, Ginette Jubainville. Puis après ça, j'achetais l'art de l'exposition aussi. Puis d'année en année, écoute, j'achetais à chaque biennale. C'est devenu une passion pour moi. Les miniatures, je trouve ça intéressant parce que c'est petit, mais c'est grand en même temps. Il y a tellement de détails, il y a tellement de minutie. Ça t'interpelle. Puis après ça, c'est facile de les exposer chez toi parce que c'est petit, donc tu peux en acheter plusieurs. Puis j'ai transmis aussi cette passion-là à mes enfants qui aujourd'hui, eux, viennent à la Biennale, mais qui venaient quand même quand ils étaient petits, mais qui sont à l'extérieur maintenant. Et puis, il y a plusieurs de mes miniatures, ma quarantaine de miniatures qui sont à Montréal chez mes enfants parce que c'est le partage des œuvres d'art. Puis je me dis, en fait, ça encourage la culture, puis je pense que c'est très important. Puis c'est bon pour le visuel, c'est bon pour le moral, c'est beau à voir. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis une passionnée, puis que je crois en la Biennale, puis je trouve ça intéressant que les gens viennent à la Biennale, qui achètent des miniatures, puis je vous dirais c'est accessible à tous parce que tu peux avoir des miniatures qui peuvent partir de quelques dollars à quelques centaines de dollars, mais je pense que le truc là-dedans, c'est aussi pas besoin de connaître l'art à la perfection. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Oui, mais j'y vais, mais je connais pas l'art. » Tu y vas avec ce qui t'interpelle, ce qui t'allume, ce qui est « Ah, wow, celle-là. » Parfois, c'est pas la technique, mais parfois, c'est une image qui vient te chercher puis qui fait en sorte que tu l'achètes. J'ai des enfants, naturellement. Puis j'ai un fils qui, lui, l'eau, les bateaux, il aime ça. Donc, j'ai une collection qui est plus axée sur les bateaux. J'ai une autre collection qui me fait penser aux enfants. Donc, dans ma collection, je peux déjà dire « Ah, ça, les Louis Briand, ça va être à tel, ça, c'est... » En fait, c'est ça. C'est un petit peu aussi à l'image de notre quotidien, de notre vie. C'est un peu à ça que ça ressemble, ma collection. C'est certain que d'année en année, il y a peut-être des artistes qui reviennent 2-3 fois, mais j'essaie aussi de diversifier, d'avoir... mais j'ai quand même mes petits préférés. J'aime aussi l'art abstrait. Tu sais, j'ai pas nécessairement un choix là, qui c'est tout identique. Là. C'est vraiment partagé. Là. Ça peut être quelque chose qui dit rien à quelqu'un, mais qui va me dire quelque chose à moi parce que c'est comme des petits morceaux de céramique ou parfois c'est une œuvre qui va être vraiment abstraite. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des œuvres qui... Puis quand je les expose chez moi, bien, je les mets comme aussi dans chaque coin, ça finit par se ressembler, là, avoir un fil conducteur, comme tu dis. Il va aussi y avoir une œuvre signalétique extérieure. On aime ça sortir des murs un peu. Donc, une œuvre qui va être installée, une murale qui va être installée à l'extérieur un peu pour attirer l'attention, pour que les passants sur la rue Sainte-Anne soient au courant qu'il se passe quelque chose ici. Donc, ça va être les femmes de l'atelier Sans Pression qui vont réaliser la murale.
Et aussi, on termine ça avec, comme depuis quelques éditions, on fait des expositions hors mur. C'est-à-dire qu'à chaque année, il y a des œuvres qui nous restent et qu'on en profite pour les exposer dans des lieux à l'extérieur de la galerie. Donc, la Caisse des Jardins, la Bannique, le restaurant, chez Eugène et le Club de golf de Ville-Marie vont encore accueillir des œuvres cette année en leur mur. L'Ensemble vocal de Saint-Bruno nous présente un nouveau spectacle les 20 et 21 avril, « Tout me ramène à toi ». Il s'agit du 22e spectacle de cet ensemble composé de 45 voix. Nous avons invité 2 membres de l'ensemble vocal, Claudine Desjardins et Denis Bastien. Il me semble que l'ensemble vocal de Saint-Bruno a toujours existé. Ça fait combien d'années qu'il existe? Ça fait 22 ans. Ouais. C'est le 22e anniversaire cette année. Est-ce que vous deux, vous avez toujours été membres de l'ensemble depuis 22 ans? Ben non. Non, nous, ça fait 19 ans. On a commencé en Ouais. 99 pour le 2000 voix Chante le monde. Là. Ouais, juste avant. C'était un spécial, oui, c'est ça. Une année avant. Une quand année même. avant, on a commencé là. Est-ce que vous savez comment ça a commencé, l'ensemble vocal? Ça a été le centenaire de la municipalité de Saint-Bruno de Guigues. Puis les gens de Guigues, c'est des chanteurs, hein, mais Régent Gauthier, Guy Marchand. Guy Marchand, C'est des Christine des amoureux, Laperle, c'est tout ça, là, c'est toute une gang. Des amoureux de la musique. Donc, il avait commencé, pour le centenaire de Guigues, il avait préparé cet ensemble-là pour faire un concert bénéfice pour le centenaire, en vue du centenaire. Et à partir de là, bien, vu l'engouement de la chorale, ça a continué. Et depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Donc, au départ, c'était surtout des gens de gigs qui le composaient? Probablement. Majoritairement, oui, de Guigues. Après ça, se sont greffés des gens des autres paroisses. Et là, d'ailleurs, on accueille encore tout le monde des autres paroisses. On a même du monde de Rouen cette année. Oui, bien c'est ça. Parlons-en. Qui compose l'ensemble vocal? Ah, c'est du monde d'un peu partout, du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda. On en a quand même 3 personnes de Rouyn-Noranda qui font des trajets pour venir pratiquer les fins de semaine. Et plusieurs personnes de Ville-Marie, Lorrainville, la Verlochère, Fabre, un peu de partout. Là, Notre-Dame-du-Nord aussi. Et c'est sûr, il y a quand même une bonne majorité de gigs, là, mais on est une quarantaine de personnes et nos musiciens aussi. On est avec les musiciens, là, bien sûr. On est 40 à Oui. peu près, là, effectivement, choristes et musiciens. On est chanceux. Moi, j'ai tout le temps dit qu'on est très chanceux, le côté musicien. Là, on a 5 musiciens, 5, 6. Cette année, 4 musiciens. Mais, Tu te joins aux autres. oui, c'est ça. Ça fait que des fois, c'est 5. Et une pianiste qui vient de Rouyn-Noranda. Oui. Et une très bonne pianiste, une jeune pianiste qui commence avec nous cette année. C'est une toute nouvelle pianiste, Jennifer Cordeau, qui nous enchante les oreilles avec son piano. Et bien sûr, on a toujours Jean Gauthier à la guitare. On a William La France. France à la basse, guitare basse. Et la batterie, c'est Jacinthe Roy. Donc, William aussi est de Rouen, c'est vrai. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a des prérequis pour être membre de l'ensemble vocal? Vouloir chanter, aimer la musique, vouloir mettre des heures, parce que c'est beaucoup d'heures. On a besoin, on cherche pas des solistes ou de quoi que ce soit, puis on est en recrutement pour ceux que ça pourrait intéresser. Hein, on est toujours intéressé, il faut renouveler le groupe, parce qu'à cause du temps, certains, à un moment donné, quittent à cause des difficultés de tout ce que ça implique en temps, parce que c'est beaucoup de temps. Mais ça peut, je veux pas faire peur aux gens quand je dis ça comme ça. Nous autres, on le fait par plaisir, on a énormément de plaisir à le faire aussi, mais c'est beaucoup de temps. Mais c'est simplement de bien chanter, si je peux parler comme ça, là. Il n'y a pas de... Et d'aimer chanter. Oui. C'est surtout d'aimer ça. Est-ce que vous avez eu des auditions pour être dans l'ensemble vocal? Il y en a eu. Je sais qu'il y en a eu, que ça se fait quelquefois, parce que certaines personnes disent, ben je sais pas. Premièrement, l'audition, c'est aussi pour savoir c'est quoi ma voix. Okay. Est-ce que je suis une soprano? Est-ce que je suis une alto? Pour les hommes, un ténor ou une basse. On a aussi des ténors femmes, là. Donc, l'audition est souvent pour placer la voix de la personne. C'est la directrice, Christine Laperle, qui est là, qui est l'instigatrice de ce bel ensemble vocal à Saint-Bruno. Et elle, souvent, va les rencontrer, va les faire chanter un peu, surtout pour placer, voir, bon, dans quelle voix on est. Parce que quelqu'un qui aime chanter, mais dit, bon, je sais pas, ce que je chante, chantes-tu vraiment haut? Elle est capable de placer. Et à ce moment-là, ben c'est surtout pour ça, les auditions. Oui. Puis, veux pas, là, au niveau de la difficulté, là, souvent, les gens vont chantonner, mais c'est de savoir... on dit souvent que les gars, on n'est pas capable de faire deux affaires en même temps, mais es-tu capable de te concentrer pour faire autre chose que la musique originale aussi? Fait qu'il y a une certaine aptitude à ce niveau-là, mais c'est rien de méchant. Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts dans l'ensemble vocal?
Ah oui, bien, c'est quand on a commencé, c'était en 99, mais c'était vraiment dans la vue. Il y avait un gros spectacle là, qui se préparait à Montréal et à Québec pour l'an 2000. 2000 voix chantent le monde. Et c'est pas mal dans nos débuts, ça, juste un petit peu avant. Et c'était les pièces qu'on préparait pour ce spectacle-là. Donc, quand on a commencé, nous, c'était vraiment dans ces prévisions-là. Oui, nous autres, on chantait déjà un peu. Puis Oui. je me souviendrai, on avait parlé avec des gens de la chorale existante. Puis c'est Marie-Luce Bergeron a dit, ben oui, elle dit, venez. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé à l'intérieur de la chorale. On avait fait partie de l'ancienne chorale du Témiscamingue, les chœurs du Témiscamingue. Oui. Donc, on parle dans les années 80. On a fait partie de cette chorale-là, les deux aussi. Donc, on C'est avait même déjà... qu'on s'est rencontrés, C'est ça, oui. Ça ne d'ailleurs. nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est d'ailleurs, c'est là qu'on a commencé le chant choral. Donc, le chant choral, c'est effectivement ce que Denis a dit tantôt. Il faut apprendre à chanter notre partie en tenant compte des autres parties, mais en tenant pas compte aussi, en sachant qu'est-ce qu'on a à faire. Nous. Oui. Mais c'est un ensemble, c'est ça qui est la beauté du chant choral. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix vraiment là, qui sort du lot, parce que justement, tu ne dois pas sortir du lot. Tu dois toujours avoir une voix qui s'harmonise avec l'ensemble de la chorale pour faire en sorte que le chœur soit harmonieux, soit beau. C'est ça qui est le fun du chant choral. Donc, tu n'as pas besoin de dire hey, moi, je n'ai pas une belle voix, mais dans l'ensemble, je suis capable d'être juste, je suis capable de suivre, donc je vais être capable de faire du chant choral. Il ne faut pas que notre voix sorte. C'est Souvent, ça. Christine va nous dire écoutez en chantant. Il faut être capable d'entendre les autres. Si on n'entend pas les autres, c'est parce qu'on chante trop fort, on sort du lot. Faut pas. Fait qu'on chante à savoir écouter en chantant. C'est quelque chose quand même, mais oui. C'est ça. Donc, l'ensemble vocal de Saint-Bruno existe depuis 22 ans. Vous y êtes depuis 19 ans. Est-ce que vous avez vu une évolution, des changements au cours de ces 19 dernières années? Qu'est-ce qui a changé? La gang a changé. Oui. De base, là, tu sais, Guy Marchand, José Drolette, Oui, c'est je ça. les nomme, excusez-moi, mais Marie-Luce, il y avait d'autres, il voulait faire d'autres choses. Le groupe a changé, mais on est toujours resté une quarantaine. Puis à l'intérieur du groupe aussi, on fait toujours des chants populaires. Fait que c'est plus les chansons qui vont changer, qui vont faire les changements, qui vont amener la chorale à évoluer. C'est un bien gros mot, hein, je ne sais pas. Mais à un moment donné, on chante autant des chants un peu plus standards, puis tout ça. Puis à un moment donné, on essaie. Puis l'année passée, on a chanté Marine Marchande. Sacrifice, ça sortait du lot. Mais on a eu beaucoup de plaisir à le chanter, tu sais, puis effectivement. Mais moi, je dirais, au point de vue changement, évolution, je dirais plus une évolution, on est de plus en plus sûr de ce qu'on fait. Parce que, justement, on prend des pièces beaucoup plus difficiles qu'avant. Et on se permet des pièces beaucoup plus difficiles qui demandent une maîtrise du rythme beaucoup plus qu'avant. Et comme c'est toujours des pièces qu'on doit apprendre par cœur, parce qu'on ne travaille pas avec des feuilles quand on est en spectacle, on n'a jamais de feuilles avec nous, on doit les apprendre par cœur. On a de plus en plus de gestes qui doivent être précis, qui doivent être ensemble. Et ça, on s'améliore. Parce qu'on prend des pièces beaucoup plus difficiles. Alors, comme cette année, on a une pièce qui s'appelle 33 tours des deux frères. Quelqu'un qui connaît les deux frères, on sait que c'est pas toujours évident. C'est pas quelque chose de très, très standard. Donc, mais on se permet des choses comme ça maintenant. Parce que, on s'améliore d'année en année. Je dirais que les femmes occupent toute l'avant-scène, les hommes l'arrière-scène. Quand c'est les mouvements, c'est bien comme ça aussi. Tout me ramène à toi, c'est le titre de ce prochain spectacle qui s'en vient les 20-21 avril prochain. Comment vous avez choisi le titre? Comment c'est arrivé, ça? C'est une chanson qu'on chante, d'ailleurs. Et la chanson de Rock Voisine. Et c'est un peu dire, pour nous, tout nous ramène à toi, c'est la population qui vient nous voir. La musique les ramène à nous. Ils sont là à chaque année. On est très chanceux. On a un public qui nous supporte d'année en année. Ils sont toujours présents. Et on voit qu'ils aiment ça. Donc, c'est la chanson, c'est l'atmosphère qui les ramène à nous. Donc, tout ça ramène à nous. C'est pour ça notre vision du titre, je pourrais dire. C'est un peu comme un chemin, dire, bon, mais ce chemin-là, là, tout le monde le suit et ça nous ramène vers l'endroit où on aime, c'est-à-dire la musique.
Vous en avez parlé un peu. À chaque année, il y a des chansons différentes. Il y a beaucoup de changements à chaque année, à chaque spectacle. Parlez-nous un peu du processus de tout ça. Comment il faut les apprendre par cœur, les chansons? Qu'est-ce qui se passe sur une année? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les membres de l'ensemble vocal? On commence en septembre, hein, mais je vais vous dire, on commence d'ailleurs un peu plus vite que ça oui. au niveau Du choix. des choix, là, mais il y a un petit noyau, on appelle conseil d'administration, on peut appeler ça comme on veut, où on va choisir les chansons, où on se réunit à 5-6 personnes dans un salon, dans une cuisine, puis là, on fait partie, on fait partie d'une bannière, non, mais on a on a un cartable de chants qui nous est soumis, tous les arrangements de chants déjà faits. On va regarder, on va écouter un peu. Ah, ça peut être intéressant. On va commander des enregistrements de cet endroit-là. Avant, ça s'appelait Chœurs sans frontières. Ça s'appelle Chœurs sans frontières. Pasteur, C'est Chœurs sans frontières. Puis on va faire ça. Puis par ces gens-là aussi, souvent, Marine Marchande, j'en ai parlé tantôt, mais on arrive aussi où on va demander... On fait des demandes. On fait des demandes. Arrangez-nous, s'il vous plaît, cette chanson-là. À un moment donné, une année, on est arrivé, on a chanté Marie-Louise de Zébulon. Tu sais, Yves Marchand, c'est une autre gig, puis ça serait le fun. Là. Il y a une madame André Brault, excellente, qui est faite, puis elle nous a tout arrangé ça. On est arrivé dans une réunion maintenant à Montréal, elle a dit « Chantez-moi là ». Chantez-moi là, je vais écouter ça. Fait qu'on a la capacité de leur demander. On des frais aussi, là. Puis tout, mais c'est... Mais cette année, on a une belle surprise. Oui, parce qu'on a une chanson qu'on a fait harmoniser, qu'on a fait une demande spéciale d'un auteur de la Abitibi-Témiscamingue qui s'appelle Jean Racine. Et on a pris une de ses chansons, on lui a demandé la permission et on l'a fait harmoniser pour la chorale. Pour notre chorale. Et c'est de toute beauté. Ça là, c'est vraiment quelque chose. Ça parle trop peu du Témiscamingue, mais un petit peu quand même, tu sais, puis c'est une chanson toute régionale. C'est très bon. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est ça, on fait des choix comme ça à travers des cartables, à travers les médias, YouTube, etc. On entend, quelqu'un aussi connaît une chanson, on entend une chanson dire « Ah, moi, cette chanson-là, j'aimerais ça. Il me semble que ça serait beau. » On vérifie, est-ce qu'elle est déjà faite? Non. Est-ce que d'un commun accord, on l'aimerait? Oui, on va la demander, on va la faire. On a des personnes, justement, comme André Brault, Nadia Labbé, c'est des personnes qui sont plus vers Québec. Et on leur demande, et eux autres, nous préparent des harmonisations de chorale. Et là, on a des beaux chefs-d'œuvre. Est-ce que pour le spectacle de cette année, vous optez pour certaines chansons en anglais aussi? Oui. Des tentatives, ça aussi, hein? On n'est pas parfait bilingue ou de quoi que ce soit. Du tout. Mais effectivement, des chansons, on a Gone, Gone, Gone. De Philip Phillips. Oui. Puis, excuse-moi. Long Train Running, de Doobie Brothers. Oui. Donc, c'est des chansons, c'est un petit clin d'œil. Mais c'est encore là, c'est un défi. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, mais plus ça va, bien plus on dit, OK, on est capable d'aller jusque-là. C'est tout un défi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout l'anglais. Donc, il faut apprendre à les prononcer comme il faut apprendre à bien les dire et s'en souvenir. Oui. On a parmi nous qui sont bons bilingues, qui sont très bilingues, et c'est beaucoup facilitant. Ça aide ces personnes-là aident beaucoup à la la prononciation pour que ça ait du bon sens aussi. Parlons un petit peu des solos dans l'ensemble vocal. Est-ce que vous en faites des solos? Ça peut arriver de temps en temps. Est-ce que c'est une pression supplémentaire, faire un solo? Oh, j'aime pas ça. Faut pas dire ça comme ça. Non, c'est faux. Ça me fait plaisir aussi. Mais il y a de nervosité qui s'en vient avec ça. Là, moi, je me souviendrai tout le temps, là, descendre les marches, là, en plein spectacle, là, il y a 200 personnes en avant, là, 250 personnes, là, puis en descendant pour dire 2 phrases, je les ai toutes oubliées. Puis là, Denis, sacrifice, résonne-toi, là, la musique va partir, puis tu vas partir avec calme-toi. Puis là, tu arrives au micro, la musique apporte. Pop, OK. Mais ça demande un petit peu, oui, ça fait un petit... des fois, il y a un petit papillon, là. Mais, est-ce que c'est comme ça, vous pensez, pour tous les solistes de l'ensemble vocal, oui? Oui. La majorité des solistes, ceux qui ont à faire un solo, il y en a de temps en temps, pas toujours, mais ceux qui ont un solo à faire, c'est toujours un petit quelque chose. Parce qu'on le veut ou non, effectivement, 250 personnes régulièrement, c'est du monde. Oui, puis on veut bien faire aussi. Les gens apprécient, puis des fois, je les trouve cléments. Mais la difficulté dans un solo avec une chorale, c'est que le solo, il n'est jamais tout seul. Il y a toujours une chorale qui suit. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Le soliste ne peut pas se permettre de chanter la chanson au gré de ce que ça lui tente. Il doit respecter
la trame, parce que On est 40. les 40 choristes en arrière, eux autres, il faut qu'ils chantent des accompagnements avec cette chanson-là. Donc, le challenge est aussi là. C'est de l'amalgame de ces deux-là. Ça, c'est quelque chose, là. Donc, c'est pour ça qu'on est des fois un petit peu papillon. Ben, c'est bon. Oui. Et le spectacle comme tel, est-ce qu'il vous stresse lui aussi? En son entièreté? Non. À 40, là... Le stress, c'est d'être prêt. Okay. Oui, puis de ne pas oublier un geste, parce qu'on est quand même beaucoup de gestes à faire, de tout le monde être ensemble. Mais ça stresse toujours un peu, parce que... Mais c'est pas si pire que ça, là. On se pratique depuis le mois de septembre. Oui. C'est long, là. Oui. C'est énormément de temps à mettre. Tu sais, depuis septembre, là, on les fait. Christine nous planifie énormément. Là, on a des feuilles en début d'année. Quand on va arriver à telle place, là, le chant, là, vous devriez commencer à le savoir par cœur. Là. On est bien cédulé. Puis c'est parfait. Il faut. Parce qu'à un moment donné, on arriverait à 2 semaines de la pratique, puis on ne serait pas suffisamment prêt. Avec l'évolution, vous avez parlé d'évolution tantôt, puis c'est vrai, là, au fur et à mesure des années, on commence à pratiquer les mouvements en février, à cette heure quasiment en janvier, parce que les gars sont tout croches, ils échappent le miroir puis tout ça. Mais donc, ça demande d'apprendre tout de suite les chansons. On est beaucoup plus près. Oui, le stress, il y en a tout le temps. Il y en a toujours. On a toujours la population, nos amis en avant, puis on veut bien faire aussi. Mais ça a l'air drôle. On se fait dire qu'on dégage. Je vous dirais que le public dégage beaucoup aussi. Oui. Ouais. Et j'imagine que quand la représentation est terminée, ça doit être le party. Oui, toujours. Après la deuxième représentation. Un sentiment de fierté aussi, d'accomplissement? Oui. Oui. Depuis quelques années, quand on fait la dernière chanson, on descend en bas, on fait ça de temps en temps, puis on va chanter proche des gens. Là. Ah oui, là, on est fiers, les gens sont contents, on est plus proche d'eux autres. Ah oui, il y a quelque chose là, d'important. Et de groupe. on sent l'énergie du groupe. On sent l'énergie du monde qui vient nous voir, parce que ça nous en donne de l'énergie. C'est vraiment, là, on sent la réceptivité, puis là, tu dis, ah, mon Dieu, OK, ça lui fait plaisir, si on aime ça. Nous autres, on veut qu'ils aiment ça. Mais c'est sûr que nous, on a des choix qu'on aime plus, c'est normal. Mais quand la population aime la même chose que nous, on dit, OK, nos choix ont été bons. On a fait un bon choix dans les choix de chansons, parce que c'est toujours des chansons qu'on aime beaucoup. D'autres chansons, on ne sait pas tout le temps si les personnes vont aimer ça. Donc, les 20-21 avril, pour ce spectacle de l'ensemble vocal de Saint-Bruno, les billets s'envolent très vite. Si on en veut, il faut faire vite? Oui, il faut faire vite sur Ticket Accès ou aller directement à la galerie du Rift, là. C'est là que la billetterie est maintenant installée. Donc, de se procurer les billets le plus vite possible, parce qu'effectivement, ça s'envole bien. Oui. Et qui invitez-vous particulièrement? Est-ce que c'est les adultes, les familles? Qui peut aller voir l'ensemble vocal? J'ai toujours été très surpris. Je vous dirais, là, il y a une fois, là, le surlendemain d'un spectacle, je suis allé faire le plein d'essence. Une jeune femme, une jeune fille qui fait le plein, boucle d'oreille, plusieurs boucles d'oreille, tu sais. Puis me féliciter. Des chansons, dire vous étiez dans la chorale, vous? Oui, vous étiez très bon. Hey, merci. Donc, le public est très large. Oui, le public est très large. Mais comme le choix de chansons qu'on a est très large, il y a des personnes qui restent surpris. Parce que souvent, on a eu des commentaires dire « C'est la première fois que je vous entends, mais bon, nous autres, on pensait que c'était une chorale, là, des chants religieux ou des chants très classique, mais nous, c'est pas le classique du tout, là. C'est vraiment pas le classique, là. Quand on pense, comme « Tout me ramène à toi » de Rock Voisine, « Gone, Gone, Gone » de Philippe Phillips, et différentes, des petites chansons, là, d'où j'essayais de trouver de Zaz. On a des chansons de Zaz. On a des chansons cette année de Marc Dupré, Du bonheur dans les étoiles. Donc, c'est des chansons qu'on entend à la radio, là. La fameuse chanson de Patrice Michaud, là, « Julie revient, Julie s'en va ». Là. Oui. Bien, c'est toutes des chansons qu'on entend à la radio. C'est ça, notre répertoire. Donc, ça s'adresse à tellement de personnes. C'est vraiment facile. Lecture sur le grill. Voilà le nom d'un nouveau concours offert par le réseau Biblio. En visitant votre bibliothèque locale affiliée au réseau Biblio, vous courez la chance de gagner l'un des 10 barbecues offerts dans les 6 MRC de la Abitibi-Témiscamingue et Baie James. Nous en avons parlé avec le directeur général du réseau Biblio, Louis Dallaire.
le réseau Biblio, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pense l'hiver quand notre patio est plein de neige? Et on s'est dit, ben, on rêve peut-être à l'été, au barbecue et tout ça. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas aller plus loin avec ce concept-là, dire, allez à votre bibliothèque, participez aux activités de votre bibliothèque, une activité quelconque, allez emprunter un livre, etc., ou aller avec votre enfant à l'heure du compte. Et vous pourriez participer à ce moment-là à un concours où on fait tirer par MRC. Donc, plusieurs barbecues dans l'ensemble de la région Abitibi-Témiscamingue nord du Québec. Et on va faire tirer un barbecue d'une valeur de 400 $, un barbecue par MRC. C'est aussi simple que ça. Puis on s'est dit, bon, ben comment associer ça au réseau Biblio, à la lecture et tout ça? Ben, dans le titre, lecture sur le grill d'abord. Donc, on vous propose, en faisant cuire vos saucisses ou votre steak, de peut-être lire le livre de recettes. Puis là, on s'est dit, bah, un livre de recettes, pourquoi pas? Donc, on ajoute un livre de recettes de plusieurs centaines de recettes sur le barbecue. Et donc, on vous donne la chance de gagner un barbecue et un livre de recettes. Ça va commencer en avril, ça commence en début avril dans chacune de nos bibliothèques du réseau Biblio, votre bibliothèque locale. Et on va tirer à la mi-juin, justement pour la fête des pères, probablement. Donc, on aura un barbecue par MRC dans la région. La MRC de Témiscamingue informe la population d'une nouveauté dans le Code de construction du Québec, CCQ 2010, concernant les panneaux de sortie d'urgence. Depuis longtemps, les panneaux sortis devaient être éclairés de l'intérieur en tout temps et arboraient des lettres rouges sur fond contrasté ou l'inverse. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de construction, tout nouveau bâtiment doit afficher le panneau sortie, maintenant constitué d'un pictogramme vert et d'un symbole graphique blanc ou de teinte pâle, éclairé en tout temps. Ainsi, lors d'une évacuation, assurez-vous de repérer ce nouveau pictogramme vert. Celui-ci vous dirigera vers une issue d'urgence afin de mettre votre vie en sécurité. Pour de plus amples informations au niveau de la prévention des incendies, la MRC de Témiscamingue vous invite à contacter son technicien, M. François Gingras. Le Festival Western de Gig a lancé un nouveau site web qui est maintenant en ligne. Dans le souci constant d'offrir un festival et des services de qualité, l'amélioration du site web du Festival Western de Gig était une priorité 2018 pour le conseil d'administration. Par voie de communiqué, la coordonnatrice de l'événement, Sonia Bélanger, indique que le site, entièrement sponsorisé et bilingue, offre un accès rapide aux informations importantes. En effet, chaque onglet fournit une page d'informations contextuelles qui simplifie grandement la visite des internautes. Enfin, le plus grand changement dans ce nouveau site Internet est sans contredit l'achat des billets de tirage en ligne. Ce virement technologique permettra aux organisateurs de centraliser la vente de leurs billets, en plus d'offrir un service rapide, simple et sécuritaire aux festivaliers d'en faire l'acquisition. Par la plateforme Ticket Accès, les participants peuvent faire l'achat de leurs billets de tirage, donnant accès d'ailleurs du même coup au populaire rodéo. En plus des deux nouveautés, billets pour la zone VIP Paquin BRP et billets de rodéo pour enfants. Le Festival Western de Gig invite toute la population à visiter leur nouveau site web. C'est au www.festivalwesterndegig, en un mot bien sûr, .com. L'entreprise Les Chocolats Martine débute un projet d'expansion majeur. En effet, des travaux sont commencés au 5 rue Sainte-Anne à Ville-Marie. Le bâtiment se refait une beauté extérieure et un troisième étage s'élèvera au cœur de la baie des Pères, devant le magnifique et grandiose lac Témiscamingue. 4 chambres seront aménagées avec vue sur le lac. Ces unités d'hébergement sont pensées et aménagées au goût du jour avec salle de bain luxueuse, cuisinette, lit confortable et salon. Des dires de Mme Lynne Descoteaux, propriétaire de l'entreprise, cet endroit sera plus qu'un hôtel. Il saura accueillir le visiteur comme un roi. Un petit déjeuner avec croissant fabriqué sur place sera offert, avec en prime cette vue imprenable sur le lac Témiscamingue. Que ce soit pour s'accorder une pause, un temps pour soi, un séjour en famille, entre amis ou encore pour les travailleurs de passage, ces chambres sauront plaire. Il s'agit encore d'un beau défi pour Mme Descoteaux ainsi que pour l'équipe des Chocolats Martine. L'ouverture officielle est prévue pour la fin du mois de juin et c'est l'entreprise Construction Ghislain Bellumeur qui assure les travaux.
Sachez aussi que la boutique demeure ouverte selon l'horaire habituel pendant toute la durée des travaux. Le député d'Abitibi-Est, M. Guy Bourgeois, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, annonce le lancement d'une série de mesures d'aide financière destinées à assurer le développement de territoires dynamiques qui contribuent à la prospérité et à la durabilité du secteur bioalimentaire. Sous le thème Territoire, ces mesures comprennent la mise en place de 3 nouveaux programmes et la bonification de 2 programmes existants, totalisant ainsi des investissements supplémentaires de 59,8 millions de dollars sur 5 ans. Le bioalimentaire est un secteur d'activité bien ancré au territoire. Il contribue à son aménagement et à sa mise en valeur et à son attractivité. Les mesures annoncées représentent des moyens concrets que met en place le gouvernement pour favoriser le développement du secteur bioalimentaire dans toutes les régions du Québec. Donc, tout d'abord, le programme Priorité bioalimentaire permettra l'élaboration et la révision des plans de développement de la zone agricole, ce qu'on appelle les PDZA, de même que la mise en œuvre de projets bioalimentaires structurants identifiés par les territoires. Avec un investissement de 16,5 millions de dollars, ce programme s'inscrit en cohérence avec la gouvernance de proximité et permettra d'adapter l'intervention en fonction de la diversité des enjeux des différentes régions du Québec. Aussi, pour répondre aux enjeux de maintien et de développement du secteur, ainsi qu'aux enjeux de préservation des ressources sur l'ensemble des territoires, un budget de 8,8 millions de dollars sera attribué à la mise en place du programme Laboratoire d'innovation bioalimentaire, qui offrira aux acteurs du secteur bioalimentaire des territoires et de la société civile la possibilité d'expérimenter des solutions innovantes. Ce programme permettra donc d'explorer de nouvelles avenues de développement du bioalimentaire au Québec. De plus, reconnaissant la contribution particulière de la relève agricole ainsi que la diversité des modèles d'entreprises agricoles à l'occupation dynamique des territoires, une enveloppe totalisant 11,5 millions de dollars sur 5 ans est octroyée dans le cadre du programme Relève et entreprises de petite taille. Par ailleurs, afin d'appuyer les entreprises agricoles dans l'amélioration de la productivité et de la valorisation des terres possédant un potentiel de culture des régions et municipalités régionales de comté prioritaires, le gouvernement prolonge jusqu'en 2023 le programme de soutien au drainage et au chaulage des terres agricoles. C'est grâce à une enveloppe additionnelle de 16 millions de dollars. Enfin, lors du sommet sur l'alimentation qui a eu lieu le 17 novembre dernier, une cible a été fixée afin d'amener le secteur biologique à doubler la superficie en culture d'ici 2025. Le gouvernement bonifie donc de 7 millions de dollars la stratégie de croissance du secteur biologique. Ce secteur contribue à la vitalité des territoires et offre une réponse aux attentes de la population québécoise. En résumé, les mesures annoncées comprennent l'ajout de 3 nouveaux programmes: Territoire, priorité bioalimentaire, Territoire, laboratoire d'innovation bioalimentaire, Territoire, relève et entreprises de petite taille. Et à ceci s'ajoute la prolongation du programme de soutien au drainage et au chaulage des terres et la bonification de la stratégie de croissance du secteur biologique. Pour plus d'informations sur les programmes territoires offerts par le ministère de la Culture, des Pêcheries et de l'Alimentation, visitez le site Internet du MAPAQ. C'est au www.mapac.gouv.qc.ca/territoire. La microbrasserie Barbe Brou du Témiscamingue souhaite prendre de l'expansion. D'ici la fin du mois d'avril, l'entreprise recevra une machine pour conserver ses bières dans des canettes d'aluminium. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ICI Radio-Canada Régional, Barbe Brou souhaite commercialiser une dizaine de bières au Québec et en Ontario et songe aussi à développer une filière de bières corporatives. D'ailleurs, en raison de ces projets majeurs, le pub Barbe Brou de Ville-Marie est à vendre. La copropriétaire de l'entreprise, Carole Marcoux, a indiqué que le travail engendré par les nouveaux projets demande beaucoup de temps et des choix doivent être faits. Déjà, quelques acheteurs ont manifesté leur intérêt et en attendant, la microbrasserie a déménagé ses installations à Nidlec pour obtenir un plus grand espace de brassage et d'entreposage. Le coffret Foodies Québec a récompensé une entreprise témiscamienne, Capteur de saveurs, qui est lauréat choix du public. Le concept du coffret Foodies Québec est bien simple. L'équipe parcourt la province à la recherche des meilleurs produits gourmands concoctés au Québec par des gens passionnés. Les trouvailles sont regroupées dans un coffret qui est livré par la poste au domicile de ceux et celles qui désirent le commander.
Le coffret permet donc de découvrir les meilleurs produits du terroir et les nouveautés, ainsi que les artisans qui les concoctent. Chaque produit participant est identifié ainsi que l'endroit où vous le procurez. Le coffret Foodies Québec offre principalement des formats conventionnels à déguster et découvrir avec votre entourage. Le coffret est au coût de 50 $ et ça inclut 50 $ de produits gourmands. La livraison est disponible dans la province de Québec, mais il est aussi possible d'obtenir la livraison hors Québec pour un petit supplément. Il n'y a qu'une seule façon de se procurer le coffret, soit via le site internet foodiesquebec.com. Chaque édition est offerte en quantité limitée. Le coffret Foodies Québec est offert 4 fois par année au changement de saison. Nous vous invitons à visiter la page Facebook du coffret Foodies Québec pour avoir tous les détails et félicitations encore une fois à Capteur de saveurs pour cette reconnaissance. L'auteur et doctorant originaire du Témiscamingue, Olivier Guimond, est nommé pour recevoir le prix du livre politique de l'Assemblée nationale, un prix prestigieux décerné aux étudiants et auteurs qui écrivent et étudient le domaine politique. Tel que décrit par la journaliste Angie Landry de ICI Radio-Canada Régional, c'est le fruit du travail de mémoire de maîtrise d'Olivier Guimond intitulé « La trahison d'un amoureux des vieilles lois françaises, Louis-Joseph Papineau, et le paradoxe du seigneur républicain », qui a valu la nomination du doctorant. Olivier Guimond dit qu'on s'est beaucoup intéressé à ce personnage de l'histoire qu'est Louis-Joseph Papineau, qui était le chef du Parti patriote au début du 19e siècle. Il dit qu'on s'est intéressé à ce personnage, à ses idées, à sa trajectoire politique et idéologique, mais il précise que la façon dont il le fait, c'est différent. Selon lui, c'est surtout d'essayer de comprendre la conjonction d'idées qui étaient plutôt contradictoires chez lui. Par ces idées contradictoires, on parle notamment des idées dites républicaines de Papineau, de ses idées sur le régime seigneurial, donc d'un côté des idées qui étaient très modernes et démocratiques, et d'un autre côté des idées qui étaient plutôt tournées vers l'ancien. C'est d'abord par l'entremise d'une inscription au concours du prix politique de l'Assemblée nationale qu'Olivier Guimond a tenté d'attirer l'attention des organisateurs du concours. S'il advenait que son mémoire soit retenu pour obtenir le prix du livre politique, il s'agirait d'une récompense importante pour le doctorant. Après avoir terminé ses études au baccalauréat puis sa maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, Olivier Guimond est actuellement étudiant au doctorat en histoire à l'Université d'Ottawa. La cérémonie de remise de prix a lieu le 12 avril. Lors d'une cérémonie tenue à Val-d'Or, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé le nom des 8 lauréats de ses prix d'excellence en art et culture 2018. Notons que le prix Partenariat a été remis à Eugène Auberge Bistrot de Ville-Marie. Voilà, nous tenons aussi à souligner la présence du circuit patrimonial de l'Est du Témiscamingue, finaliste pour le prix Coup de cœur public, prix qui a été remis au Festivitas, une comédie originale produite par la troupe À cœur ouvert de la Sarre. Par cet événement, le CCAT tient à faire rayonner les artistes, travailleurs et organismes culturels de la région en soulignant leur apport et leur dynamisme. Sachez que le prix créateur de l'année en Abitibi-Témiscamingue a été remis à Jacques Marchand, chef d'orchestre, compositeur et musicien. Pour en connaître davantage sur les autres lauréats, visitez tout simplement le site web du Conseil de la culture ou encore visitez sa page Facebook. Dans un autre registre maintenant, la tragédie routière qui a décimé l'équipe de hockey junior des Broncos en Saskatchewan ébranle le milieu sportif en Abitibi-Témiscamingue. Tel qu'indiqué par la journaliste de ICI Radio-Canada, Lise Millette, les équipes de hockey de la région sont particulièrement touchées, elles qui doivent souvent se déplacer sur de longues distances lors des compétitions. Darcy Brien, le président des Pirates de Ville-Marie, a parlé d'un événement bouleversant qui n'est pas sans rappeler que son club dispute en moyenne 21 matchs par saison à l'extérieur. En voyant le bilan de l'accident, M. Brien imagine sans peine les émotions avec lesquelles doivent composer les proches des victimes. Je le cite à ce sujet. « C'est toujours toute l'équipe qui voyage dans le même autobus et le personnel. Quand arrive un accident de ce type-là, pour une équipe de hockey, c'est désastreux. En plus, comme tu es toujours sur la route, tout le monde est ensemble, il se crée des liens, c'est comme une famille. Tu développes un sentiment d'appartenance, c'est dévastateur, c'est l'âme de toute l'équipe qui peut s'envoler comme ça. » Fin de la citation de M. Brien. Autobus Maheu est le transporteur officiel d'un grand nombre d'équipes sportives. Le directeur régional division Autocar, François Barrette, affirme qu'au chapitre de la sécurité, son entreprise se fait un devoir d'observer toute la réglementation imposée pour assurer la sécurité de ses passagers. M. Barrette précise aussi qu'en ce qui a trait à l'entretien préventif de sa flotte de véhicules, Autobus Maheu va au-delà de ce que la loi exige.
En terminant, les 6 élèves de la formation préparatoire au travail FPT de l'École Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord travaillent depuis la rentrée sur un projet pour venir en aide au refuge pour animaux du Témiscamingue situé à la Verlechère. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, les élèves, accompagnés de leur enseignante Ariane Roy et de la TES Joanne Paquin, ont confectionné des arbres à chat. Leurs réalisations ont été installées par les élèves eux-mêmes au refuge le 29 mars dernier. D'ailleurs, leur mission ne s'arrête pas là puisque les élèves se mettent déjà à construire des arbres à chat plus grands pour la cour extérieure. La livraison est prévue pour le mois de juin. Et voilà ce qui complète InfoTémis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bien sûr, toute l'équipe vous invite à suivre la page Facebook de TV Témis pour être à l'affût de nos nouveautés, comme la série « À votre service » qui vous donnera tout ce qu'il y a à savoir sur les organismes communautaires du Témiscamingue. Tous les détails se retrouvent donc sur notre page Facebook ou encore sur notre site web témis.tv. Merci d'avoir été là encore une fois et à bientôt!